Bonjour à tous, bienvenue sur ce talk show ProDurable dont le thème aujourd'hui est la RSE est-elle en passe de devenir la nouvelle license to operate. Donc aujourd'hui j'accueille trois intervenants, donc je vais vous citer dans l'ordre, hein. Bertrand Zwiderski qui est directeur de la RSE du développement durable du groupe Carrefour, Anémone Bérès qui est présidente de la fédération Envie et Bertrand Desmier qui est directeur de la business line RSE chez Tenaxia. Donc avec ces trois intervenants autour de moi aujourd'hui qui suis Clément Fournier, rédacteur RSE du média IRSE.net, on va discuter de la question de savoir si aujourd'hui la RSE est en train de devenir quelque part de plus en plus importante pour les entreprises qui font du business, qui ont envie de faire du business, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc la license to operate ici, on ne va pas l'entendre de façon restrictive au sens réglementaire qu'elle peut parfois avoir sur les autorisations de mise sur le marché ou d'exploiter. C'est vraiment une conception assez large qu'on a. La question qu'on va se poser, c'est de savoir aujourd'hui si la RSE, comme le disait hier le président de COP de France sur ProDurable, est en train de devenir un prérequis pour faire du business. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix de faire de la RSE ? Donc je vais poser la question à nos invités. On va peut-être commencer par Bertrand Zwiderski, puisqu'il est à côté de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer continuer à faire du business sans faire de la RSE, sans être responsable ? Bon, bonjour à tous. Bon, d'abord, je suis en charge de la RSE, donc c'est difficile de dire le contraire. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est demandé par la société. Oui, je confirme. Mais après, c'est une histoire de conviction. Il faut que le management, à son plus haut niveau, ait la conviction que la RSE fait partie du futur, que c'est bien ce consommateur-là qui sera le consommateur de demain. Je vous donne un exemple. Imagine-t-on que dans 5 ans, le consommateur mangera uniquement bio, mangera un produit local, mangera un produit uniquement de saison. Est-ce que c'est celui-là qu'on vise ? Si c'est celui-là qu'on vise, je dirais qu'allons-y, mettons tout en œuvre. Mais vous savez, il y a des stratégies d'autres entreprises. Moi, je pense par exemple dans le e-commerce. On a des grands leaders qui sont aujourd'hui sur le marché qui n'ont pas de politique RSE. Donc en fait, je mitige un tout petit peu mon discours. C'est-à-dire que oui, nous, Carrefour, nous avons fait un choix de réaliser une transition alimentaire vers ce client que l'on imagine dans le futur être un client très responsable. Oui, ça, c'est notre conviction. Par contre, c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui, des acteurs sur le marché font du business sans aucune démarche RSE ? Oui, et elles fonctionnent et elles sont plutôt leaders. Et vous pensez, n'hésitez pas à rebondir hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à prendre le micro. Est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui c'est plutôt ce modèle des entreprises qui font pas de RSE et qui marche aujourd'hui qui va se développer, ou plutôt celui d'une entreprise qui au contraire est responsable, qui demain sera l'entreprise d'avenir, sera l'entreprise qui va mieux fonctionner ? Je vais répondre avant de laisser mes collègues, mais bien sûr que j'imagine que c'est une entreprise qui assume sa responsabilité, c'est la seule qui peut être durable. C'est juste quand on assume sa responsabilité, on travaille bien avec l'ensemble des parties prenantes, qu'on a une vision un peu du futur, c'est la seule entreprise qui est durable. Et ça, c'est clair. Mais, à votre question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un prérequis nécessaire pour faire du business ? Les exemples montrent que pas toujours. Allez-y. Alors, moi, j'ai envie de retourner un petit peu la formule pour dire que est-ce que c'est la RSE qui est un prérequis pour faire du business pour le réseau Envie, qui est un réseau de 50 entreprises de SS, c'est plutôt le business qui est un prérequis pour faire de la RSE. Donc nous, on a une situation un petit peu, je dirais, en amont de ces problématiques, puisque notre propre objet social, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. La mission des 50 entreprises en vie, c'est de créer des emplois d'insertion à partir de métiers de défense de l'environnement et de limitation du gaspillage par le réemploi, le recyclage, la réutilisation. Donc de façon un peu ironique, on peut pour Envie répondre de cette manière-là. Et je trouve que votre question fait d'ailleurs écho à une question qui est maintenant un petit peu présente dans la société, notamment avec toute la discussion autour de la loi Pacte, avec cette réflexion autour de l'objet social étendu de l'entreprise. Et on se rend compte effectivement que ce devoir social de l'entreprise est quelque chose qui commence à trouver un écho de plus en plus large à travers les entreprises à mission dont parlait il y a un instant le président de la CAMIF, bien sûr, mais aussi avec le fait, par exemple, que le dernier rapport Nota-Sénart imagine d'introduire une raison d'être pour les entreprises. Donc on sent qu'il y a quand même une lame de fond assez importante. Elle n'est pas encore aujourd'hui, dans les faits,
pratiquement partout. Je crois que vous avez raison de citer qu'il y a encore beaucoup de grandes entreprises qui ignorent ce que j'ai appelé une obligation. Parce que oui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. La planète étant dans l'état dans lequel elle est, le prélèvement intensif des ressources, l'augmentation de la démocratie, qui s'accompagne de l'augmentation des inégalités, on n'a plus le choix. Bertrand, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, enfin, je suis d'accord avec cette analyse. Nous, chez Tenaxia, on adresse 80% de nos clients en B2B. Donc en B2B, on est sur, je dirais, une boucle vertueuse. Le donneur d'ordre impose, ou tout du moins demande à ses fournisseurs, à ses prestataires de services, de répondre d'un certain niveau de responsabilité sociétale. Je dirais qu'une jolie pépite comme EcoVadis a largement contribué finalement à challenger les entreprises, à essayer d'élever leur niveau de responsabilité sociétale. Quand une entreprise travaille par exemple avec le secteur de la chimie, qui demande finalement à ce que ses fournisseurs aient un niveau de 60 sur 100 sur l'échelle EcoVadis, et que l'entreprise n'a pas ces 60, elle va vouloir répondre favorablement à ce qui n'est pas une injonction, ce qui est un souhait, ce qui ne la priverait pas d'une activité avec les chimistes, mais en revanche, elle envoie un très bon signal si elle se dote d'une politique de responsabilité sociétale qui sera démontrée par l'obtention d'une bonne note sur EcoVadis. Je pourrais prendre un autre exemple. Un de nos clients répond au CDP. Pourquoi répond-il au CDP ? Parce que pas moins d'une trentaine de ses clients souhaitent qu'il réponde au CDP. Donc on est là dans une logique de boucle vertueuse. Puis je dirais que plus généralement, au-delà des conformités réglementaires, on voit bien avec le décret du 9 août sur la déclaration de performance extra-financière, on est dans une nouvelle logique de conformité réglementaire, une conformité plutôt proactive. On a le devoir de vigilance, on a la COP 21. Le concept de durabilité aujourd'hui, en fin de compte, il implique que les entreprises puissent attester auprès de leurs donneurs d'ordre d'un certain niveau de responsabilité sociétale. Et on voit que les achats responsables évoluent en permanence, même si effectivement il y aura toujours des trous dans le filet et que tout n'est pas parfait. Mais ça évolue, de mon point de vue, dans le bon sens. Et même si on pourrait faire beaucoup plus. Bien sûr, bien sûr. Et pour vous, cette prise d'importance des critères de RSE, de durabilité, elle vient d'où ? C'est la réglementation qui s'est renforcée, c'est la pression des consommateurs qui augmente, c'est, comme vous disiez, le B2B qui réclame ça à les donneurs d'ordre qui réclament ça à leurs fournisseurs. Mais alors pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils ont un intérêt vraiment à être plus responsables ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a un espèce de consensus, mais pas total, hein, comme disait Bertrand Zwiderski, d'entreprises qui disent « je veux être plus vertueuse, je veux être plus responsable ». Ça vient d'où, en fait Je dirais qu'aujourd'hui, comme je l'évoquais, c'est-à-dire qu'on a des convergences. On a des convergences entre des référentiels internationaux qui ont été mis en place par des ONG. On a des réglementations internationales. On a une directive européenne sur la publication des informations non financières qui, aujourd'hui, impacte 27 pays. On a les aspects éthiques, anticorruption, qui viennent en fin de compte nourrir ce flux, avec des entreprises qui veulent de plus en plus afficher pour leurs parties prenantes un niveau de responsabilité qui pourrait se trouver entaché si leur chaîne de production, leur chaîne de valeur ne contribuait pas finalement à ce résultat. Donc on a des clients qui disent « Ok, moi, je vais donc avoir pour objectif de diminuer de 25-50% mes émissions de gaz à effet de serre. Je ne peux pas le faire seul. Donc, j'engage mes prestataires de services, mes fournisseurs, à apporter leur contribution. Donc, on est bien dans une logique vertueuse. Et ce qui engendre d'ailleurs, ce qui me semble assez intéressant, des prises de position nouvelles au niveau des comités de direction, où on est plus aujourd'hui dans une logique de CSR Insight, de RSE vraiment intégrée. Et la RSE n'est plus uniquement, je dirais, le fait des directions RSE. Et je pense que c'est une grande opportunité pour les directrices et directeurs RSE d'avoir des boards engagés qui les soutiennent dans ces démarches. Allez-y. Oui, j'avais envie aussi de compléter en reprenant votre question sur est-ce que c'est la réglementation, est-ce que c'est l'opinion publique ? Je pense que très pragmatiquement, en général, s'il y a une réglementation, c'est qu'il y a eu
une prise de conscience, un mouvement de la société, de l'opinion publique qui amène à cette réglementation. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il en faudrait plus? J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la RSE, c'est cette démarche, c'est à la fois un peu une loi, une réglementation, mais c'est aussi une soft law. Il y a une incitation à faire et il y a un choix très large d'actions sur lesquelles les entreprises peuvent s'engager. Ce que nous, de notre fenêtre, encore une fois, de l'entrepreneuriat social, on observe, c'est que les domaines d'engagement des grands groupes, et encore une fois, tous les grands groupes ne sont pas engagés dans ces politiques-là, ils se limitent aujourd'hui à un certain nombre de domaines qui commencent à être bien couverts. Bon, les approvisionnements, la supply chain, d'accord, à condition, encore une fois, que la responsabilité ne soit pas transférée sur les sous-traitants, le gaspillage, l'énergie. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire. Justement, vous disiez l'intégration des parties prenantes sur l'emploi dans la région. Comment est-ce que l'entreprise, la grande entreprise engagée dans la RSE, s'engage avec son écosystème local? Là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à faire. Nous, par exemple, en tant qu'entreprise de l'ESS, on serait très favorable, on promeut l'idée qu'il puisse y avoir des partenariats pour privilégier un certain nombre d'achats, un certain nombre d'emplois auprès d'entreprises sociales, par exemple, dont le but premier est, encore une fois, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, j'indique ça pas simplement pour promouvoir notre modèle, mais aussi pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je répondrais qu'en effet, il y a quand même une société qui s'intéresse particulièrement au sujet. On voit des salons un peu comme aujourd'hui. Et ça, cet intérêt-là, nous, on le ressent dans nos magasins. Je vous donne un exemple. On lance un poulet nourri sans antibiotiques il y a 3 ans. On en lance, on en vend 1000, etc. Maintenant, on vend 1 million de poulets de ce type. C'est-à-dire que le client a compris son intérêt, lui, personnel, et l'intérêt pour la société de sortir ce type de projet. Vous voyez, on lance une banane bioéquitable il y a 2 ans. Les prix, la banane bioéquitable reste un peu plus chère. Le client comprend ce que l'on veut faire. Et aujourd'hui, une banane sur 3 vendue chez Carrefour est bioéquitable. On lance la marque C'est qui le patron il y a 1 an. On ne met pas grand-chose dedans. C'est juste une idée avec Nicolas Chaban. On se dit, tiens, ça peut marcher. Les clients adhèrent. 6000 personnes votent pour la première fois pour le lait. Aujourd'hui, on a fêté la 25 millionième bouteille vendue chez Carrefour. Il y a 35 millions de bouteilles, 35 millions de bouteilles qui ont été vendues globalement. Il y a 60 producteurs derrière qui en vivent mieux. Enfin, je veux dire, le patron, il faut juste retenir que le patron, c'est le client. Et quand la société, elle évolue, le client, lui, il évolue et le client, il fait le bon choix. Et quand le client fait le bon choix en magasin, nous, ça nous donne une énergie pour trouver d'autres projets, pour avancer, etc. Donc, c'est une chaîne d'acteurs, c'est une responsabilité collective que l'on porte. Et nous, à nous, entreprises volontaires, à nous de susciter ça, à nous d'aller encore plus loin. On sort une fraise sans pesticides après floraison la semaine prochaine. Et vous allez voir, c'est un test pour nous. On n'a que 70 tonnes, donc on n'a pas réussi à faire des milliards de tonnes. Et on va voir si le client adhère, si le client prend, c'est que la mayonnaise prend, c'est que le fonctionnement, le système prend, et ça peut transformer les choses. Parce que tous les exemples que je vous ai donnés, c'est des choses qui... On ne mangera plus de poulet nourri avec antibiotiques dans 2 ans. On n'aura plus de... On aura peut-être. On aura, j'espère en tout cas qu'on n'en aura plus. On aura peut-être 100% de bananes bioéquitables qui seront commercialisées dans les prochaines années. Je veux dire, ce qui est important de comprendre, c'est que le client est en train de transformer le marché et de transformer de manière fondamentale. Et c'est ça, c'est ça qui va générer beaucoup d'énergie sur le sujet. Si vous voulez répondre, n'hésitez pas à prendre la parole. Le client, effectivement, a fatalement raison là. Il faut pouvoir en fait répondre à ces sollicitations. Et puis, vous parliez tout à l'heure des parties prenantes. On ne peut pas parler de responsabilité sociétale sans parler de parties prenantes. L'entreprise, elle n'est pas auto-centrée. L'entreprise, aujourd'hui, on lui demande finalement de contribuer au bien commun. C'est quand même ce que dit le patron de BlackRock, de contribuer au bien commun. On lui dit de créer de la valeur, ou tout du moins de la préserver, sur le long terme et pour les parties prenantes. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle interagit bien davantage. Et aujourd'hui, il va y avoir pour l'entreprise véritablement un challenge, un défi, ça va être de se dire, dans le cadre de l'évolution réglementaire qui accompagne l'évolution des pensées, des prises de position, des mœurs aussi, il va falloir être en capacité de rendre compte de cela. Donc ça signifie
Comment je rends compte, sur quoi je rends compte, auprès de qui je rends compte et avec quoi, par quel vecteur je rends compte. C'est des défis considérables, mais qui vont tirer par le haut les entreprises parce que, effectivement, vous l'évoquez à juste raison, il y a des entreprises qui aujourd'hui réussissent très très bien, notamment dans le e-commerce, on les connaît. Bon, très bien, tant mieux pour elles, jusqu'au moment où peut-être tout de même elles seront obligées de se mettre à un certain niveau. N'empêche qu'on voit d'autres entreprises qui ont fait des efforts considérables et qui, si elles ne se sont pas engagées dans la responsabilité sociétale par conviction, elles l'ont peut-être fait uniquement par opportunisme, et bien j'ai envie de dire, la belle affaire. Parce que si finalement l'opportunisme génère une diminution d'impact négatif, optimise des impacts positifs, c'est bon pour tout le monde. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise qu'après l'opportunisme arrive la conviction. Oui. Moi, je voudrais revenir sur cette idée que la RSE serait en train de devenir un prérequis du business. Encore une fois, peut-être reformuler la question ou aller plus loin dans la question en se disant est-ce que ce n'est pas en train de changer le modèle du business ? Vous évoquiez tout à l'heure chez Carrefour le cas de produits issus d'une filière RSE qui sont vendus du coup plus cher, du coup forcément avec un autre modèle économique derrière qui va à l'encontre du modèle dominant des hypermarchés depuis leur origine, qui est celui qui est celui du prix le plus bas, qui a aussi répondu à un moment aux attentes des consommateurs. Ce que je voudrais dire en témoignant encore une fois comme entreprise qui a un modèle particulier, celui de l'entrepreneuriat social, qu'on peut un peu considérer comme presque, entre guillemets, les premiers de cordée dans cette évolution vers un nouveau modèle d'entreprise et nouveau modèle de société. Il y a quand même une réalité, c'est que ça ne repose pas sur les mêmes modèles économiques. Et on ne va pas décrire ce que c'est que l'entrepreneuriat social en 3 mots, mais quand même, il y a une réalité, c'est que les marges sont inférieures, la lucrativité est limitée, voire il n'y en a pas. Ça pose une question quand même sur la transformation du modèle du business par la RSE. Y a-t-il vraiment aujourd'hui beaucoup de moyens mis dans la RSE ? La réalité d'une RSE qui aurait gagné, qui aurait réussi à transformer notre société, comme on l'appelle de nos voeux, encore une fois parce qu'on est conscient qu'il y a urgence, eh ben, ce serait quand même un modèle économique qui aurait évolué vers une lucrativité réfléchie autrement, en tout cas. Et justement, c'était la question que j'avais envie de vous poser. Aujourd'hui, bon, là, on est tous depuis 2 jours en train de parler de RSE, de nouveaux business models, de comment ça transcende l'économie. Mais finalement, quand on regarde attentivement les politiques RSE, même de groupes qui semblent engagés, on voit que dès qu'il s'agit de remettre en cause plus profondément leur business model, de remettre en cause des choses qui sont très profondément ancrées dans leur façon de faire du commerce, par exemple leur mode de transport, les énergies qu'elles utilisent, certaines de leurs matières premières, il y a comme une frilosité des entreprises à changer, à se dire ça va vraiment me coûter plus cher, donc je ne sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Pour reprendre un terme qui est un petit peu à la mode depuis l'année dernière, on a un peu l'impression que des fois la RSE c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. Enfin, je caricature, mais est-ce que vraiment quand on regarde les entreprises, on voit vraiment ce changement de business model ? Est-ce qu'on ne voit pas aussi dans la réaction du MEDEF aux propositions, au débat sur le rapport Nota-Sénart, donc ce refus du MEDEF et des organisations patronales d'intégrer les dimensions environnementales et sociales dans l'objet de l'entreprise ? Est-ce que cette frilosité-là, elle ne traduit pas aussi finalement le fait que la RSE, on est un peu sur le bon chemin, mais il y a encore une énorme montagne à gravir finalement ? Mais en RSE, la RSE est faite de paradoxes. Si on reprend votre exemple, Clément, du MEDEF, d'un côté, on a dans le guide que le MEDEF a fait sur la déclaration de performance extra-financière une phrase qui dit que la responsabilité sociétale a un apport majeur à la performance de l'entreprise. Bon, d'un autre côté, c'est aussi le jeu, je pense. Il y a aussi des réticences. Donc, il y a effectivement les réticences que vous venez d'évoquer par rapport au rapport Nota-Sénart. Maintenant, les choses évoluent tout de même. Je dirais que la responsabilité sociétale, si elle est véritablement intégrée dans l'entreprise, elle est source de transformation. Ça veut dire qu'il y a des habitudes à changer. Ça veut dire qu'il y a des comportements à changer. C'est vraiment pas simple, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Moi, je trouve qu'il y a un bon signal dans certaines entreprises qui ont des modèles qui ne sont pas les modèles des entreprises sociales et solidaires, c'est de se dire désormais, de voir désormais, nous on le voit chez certains des clients, de nos clients, les comités de direction à qui l'on présente les analyses de matérialité, qui prennent des décisions derrière,
parce qu'il y a 3 ans de cela, les analyses de matérialité, elles leur étaient rarement présentées, et encore moins rarement commentées, et encore moins rarement sujettes à des prises de décision générant de la transformation. Ça, c'est un élément nouveau. Maintenant, il va falloir du temps, il va falloir que graduellement les choses se mettent en place, parce qu'on parle par exemple beaucoup du rapport intégré. Faire un rapport intégré sans être dans une logique de pensée intégrée, ça ne le fait pas. Donc il va falloir avancer graduellement. Mais moi, je veux rester assez optimiste là-dessus, on voit les choses évoluer. Vous avez la même sensation ? Je voudrais revenir un peu à la question qui oppose un peu RSE et business model. Très honnêtement, pour qu'un projet soit durable, il faut que chaque acteur de la chaîne gagne sa vie. Si vous faites un projet dans lequel on a un des acteurs, et il y a eu des projets sur le lait, dans lequel un des acteurs ne gagne pas sa vie parce que, par charité, entre guillemets, il préfère... Mais vous savez, le projet ne fonctionne pas, et le projet fait des déçus. On a dans nos cartons pas mal de projets qui ont fait des déçus. On doit absolument pas avoir honte à dire que chaque acteur dans un projet gagne sa vie, a une rentabilité, etc. On n'oppose pas du tout RSE et rentabilité. Si un projet souvent ne fonctionne pas, vous le poussez, il ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas le bon business model. C'est qu'il n'existe pas. Alors vous pouvez faire un effort une fois, ce que vous appelez la poudre de perlimpinpin. Faire un effort une fois, faire un effort 2 fois. Mais si vous voyez que ça ne prend pas, c'est que le business model n'est pas là. Et si le business model n'est pas là, je vous dirais, vous ne transformez pas les marchés. Vous ne faites pas une vraie transformation. Je voudrais juste rebondir sur ce que votre intervention et l'emploi du mot charité pour vous dire que l'entrepreneuriat social a évolué à toute vitesse. Hein. C'est pas le domaine de la charité aujourd'hui. Il y a peu d'entrepreneurs sociaux engagés dans les activités qui n'est pas un business model qui fonctionne. En tout cas, c'est le cas chez Envie. Et tout ce que vous venez de dire, ça pourrait être tout à fait les propos qui sont tenus sur chacun des projets qu'on regarde. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est au-delà du business model. Bien évidemment, c'est encore une fois l'économique, le business model est au service de l'homme, de l'entreprise et doit permettre au projet d'exister, de se développer. J'ai parlé de la lucrativité de l'entreprise. C'est autre chose. C'est cette notion de, justement, à qui bénéficie l'économique et la rentabilité qui est produite. Et j'ai juste indiqué que ça va soulever à un moment des contradictions sur jusqu'où on est prêt à aller, sachant que la responsabilité sociale et environnementale, ça coûte plus cher aujourd'hui que l'absence de responsabilité sociale et environnementale. C'est une réalité. C'est une réalité. Oui, et moi, j'ai envie de dire que c'est de moins en moins de la poudre de perlimpinpin. Si ça a été quelque part quelque chose de très cosmétique il y a quelques années, la montée en puissance des réglementations, des référentiels internationaux, des demandes des parties prenantes fait que ça devient quelque chose de plus en plus concret. Alors c'est vrai, il y a des paradoxes, il y a des contradictions. La recherche de la rentabilité n'est pas antinomique de la responsabilité sociétale, mais dès lors qu'on est plus dans un contexte de se dire que l'on va générer ou tout du moins préserver de la valeur, c'est plus tout à fait la même chose. Être rentable sur la durabilité, c'est peut-être aujourd'hui quelque chose qui pose effectivement une nécessité de se transformer, de faire évoluer les pratiques. Et ça, c'est un challenge important pour les entreprises. Certaines sont déjà en bonne voie. Oui, j'allais le dire, il y a certaines entreprises qui ont compris cet enjeu. Le président de la CAMIF qui était là juste avant nous, fermer en proposant un modèle de Green Friday. D'ailleurs, petit clin d'œil, le réseau Envie lançait un Green Friday le jour même où la CAMIF a... Voilà, on a fini par s'associer et tweeter ensemble. On était contents de ça. Comme quoi, les grandes entreprises et les entreprises sociales se rejoignent. Mais il y a d'autres exemples d'entreprises du secteur, je dirais, classique, qui ont compris effectivement que leur rentabilité future venait de leur durabilité aussi. Mais ça passe par une transformation importante qui prend du temps et sur lequel il y a effectivement encore de vastes marges de progrès. Et alors concrètement, comment on fait pour qu'il y ait plus d'entreprises qui prennent conscience de ça aujourd'hui, qui se disent que la RSE c'est nécessaire pour faire du business? Est-ce qu'on fait quoi, des incitations fiscales, des politiques d'État qui favorisent tel et tel mode de business? C'est quoi qui manque aujourd'hui pour que des grandes entreprises se mettent à fond dans la RSE?
Nous, par exemple, en tant qu'entreprise sociale, donc adhérente du MOVES, par exemple, on milite pour qu'il y ait une part d'achat qui soit de la part des grandes entreprises, qui puisse être réservée aux entreprises sociales ayant inscrit vraiment un but social dans leur objet social et ayant respecté un certain nombre de règles qui sont, je le dis encore une fois, les règles un peu des premiers de cordée de la RSE. Bon, ça, c'est un exemple de choses qui peut se faire. On pourrait effectivement aller plus loin dans les passerelles d'emploi entre des entreprises qui consacrent leur énergie à l'emploi local, à l'emploi des personnes non qualifiées pour les remettre au travail, de manière à ce qu'elles trouvent des débouchés plus facilement et de façon peut-être privilégiée dans grandes entreprises. Donc, ça, dont moi, je peux témoigner. Il y a des pistes, il y a des choses qui sont encore loin d'être dans les réalités et qui permettraient, de façon très incitative, de faire davantage basculer les grandes entreprises sur leurs responsabilités sociales vis-à-vis de leurs parties prenantes. Moi, je crois beaucoup en la compétition. Je crois beaucoup au fait que par secteur, on doit avoir un leader qui est en effet le premier de cordée et qui entraîne le marché de manière globale. Alors nous, on a un secteur très compétitif. Peut-être que je suis un peu, voilà, je suis un peu dans cette dynamique-là, mais oui, la compétition, elle nous permet d'aller vers le haut. Quand la compétition est très positive, ça nous permet tous d'aller vers le haut. Donc il faut éviter toutes les compétitions qui sont négatives, donc qui dégradent de la valeur, mais dès qu'une compétition est positive, elle nous permet d'entraîner l'ensemble du marché et de manière durable. Alors il y a un travail à faire avec les gouvernements, etc., bien sûr, mais la RSE, je pense que c'est porté par beaucoup ici, elle doit être volontaire, et quand elle est volontaire, elle est puissante. Elle est très puissante. Et si on ajoute à ça la compétition entre acteurs, la compétition dans un monde économique, alors là, on gagne encore en puissance. Donc, à votre question, je dirais, voilà, une compétition positive, c'est la meilleure clé pour avancer. Ce matin, dans le cadre d'un atelier, nous recevions un hacker de l'environnement. Un hacker de l'environnement qui, en fait, est le directeur de l'environnement du groupe Bell. Mais il est hacker en ce sens où on lui dit « Ok, tu peux regarder tout ce que tu veux regarder, faire des propositions pourvu que ça aille toujours dans le bon sens. » Donc moi, j'ai envie de dire qu'un des moyens d'engager de plus en plus d'entreprises dans la responsabilité sociétale, c'est de présenter cela comme étant le meilleur moyen de pouvoir bien entrevoir toutes les composantes de leur durabilité, mieux anticiper les risques et mieux identifier les opportunités. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être plus attractif qu'une contrainte réglementaire très passive, en fin de compte, très statique. Être plus dans une logique de proactivité dynamique, créative, en fait. Donc, quelque part, la RSE, ce sera en train de devenir à la fois un outil de gestion des risques, un outil de prévision de ce que voudra le consommateur de demain, un outil pour répondre aux attentes du consommateur. C'est un peu ça, votre diagnostic? C'est un outil pour construire une entreprise qui soit plus résiliente? Certainement, mais c'est assez complexe parce que derrière, il y a des facteurs d'incertitude. La notion de temporalité, elle n'est pas facile à aborder. Ce qui est vrai aujourd'hui, on peut anticiper, se projeter sur 5 ans en disant se projeter sur 30 ans, c'est hyper compliqué. Donc des entreprises le font très bien. Des entreprises, parmi nos clients, travaillent sur la ville durable à horizon 2030-2050. Bah, c'est très très riche, c'est très créatif. Mais en tous les cas, oui, c'est prendre le sujet par le bon sens, je pense. Moi, j'aurais envie de dire que c'est plutôt le minimum nécessaire aujourd'hui pour que l'entreprise soit dans sa responsabilité. Je le vois plutôt comme la première marche. Ouais, alors j'imagine, moi, comme ça, 3 marches. La première, c'est être conforme à la réglementation. Ça, c'est le niveau basique, c'est le niveau de sécurité, etc. La deuxième marche, je l'imagine, en effet, prévenir les risques, avoir une dimension, oui, je mets en place une démarche RSE pour prévenir les risques, pour pas dégrader mon image, etc. Et puis la troisième, c'est vraiment parce que je pense que ça crée de la valeur. Et je pense qu'il y a les 3 étapes et il y a des niveaux de maturité qui sont différents. Et j'espère que tout le monde rentrera dans l'étape 3. Parce que l'étape 1 et l'étape 2, en tout cas, pour ma part, c'est pas celle qui donne envie tous les matins de se lever. Elles sont défensives, en fait. Elles sont très défensives. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle créer de la valeur. Précisez ce que vous voulez dire, peut-être? Nous, on a une baseline qui est envie, nos valeurs créent de la valeur. Et on a eu un petit peu ce débat. Il y a une grande complexité, encore une fois, à définir où est-ce qu'on veut mettre la valeur. Nous, on veut la mettre dans une entreprise qui agit pour le bien des hommes et de la société, qui est porteuse de valeurs de défense de l'environnement, de préservation de l'emploi,
nous, on est content, non pas quand nos résultats augmentent, on est content quand on a créé plus d'emplois une année. Bon, c'est une façon de mesurer la création de valeur. Ce n'est pas forcément l'unité de base pour tout le monde, mais bien évidemment, il faut aussi que nos résultats aient augmenté pour qu'on puisse créer plus d'emplois. Mais c'est ça qu'on en fait de nos résultats. Voilà. Derrière le mot la RSE crée de la valeur, je parle bien sûr de cette RSE qui permet de définir de nouveaux standards de production agricole, etc. etc. Je ne parle pas que de la valeur économique de l'entreprise, hein, qu'on soit clair. C'est cette étape-là qui est la plus intéressante, etc. C'est celle qui fait changer les choses. Et quand je dis créer de la valeur, c'est quand vous faites changer les choses. Là, on parle du coton, par exemple. Quand on fait changer le marché du coton de manière drastique, on a créé de la valeur. Et la valeur, on l'a créée pour la société. D'ailleurs, je voudrais juste dire aussi que quand on a créé de la valeur pour la société, généralement, la société, elle porte vos projets. Elle les porte elle-même. Je reviens sur notre exemple là, de poulet. On n'a pas dû faire de publicité pour que le projet soit porté. En fait, quand vous créez de la valeur pour la société vous porte. Et je pense que c'est un peu ce que vous vivez, vous, dans les entreprises sociales et solidaires. C'est que vous sentez un support de la société sur vos projets. Alors nous, on ne le sent pas tous les jours, mais sur les projets qui sont liés à la RSE, on sent ce support de la société. Et c'est ça qui nous porte vers le haut. Bertrand Démier, je vous laisse peut-être finir un dernier mot. Là, on arrive au bout du temps, donc on va pouvoir conclure si vous voulez terminer. Moi, je pense aujourd'hui que l'évolution réglementaire, donc avec la déclaration de performance extra-financière, avec le devoir de vigilance, ce sont deux nouvelles réglementations qui vont dans le très bon sens d'une responsabilité sociétale à intégrer dans les entreprises, qui génère de la valeur, qui assure la durabilité des modèles et qui peut contribuer également au bien commun. Donc c'est un bon cap à suivre. Voilà, donc on l'aura compris, la RSE, c'est en train de prendre de l'importance, c'est en train de devenir un outil de différenciation pour les entreprises, un outil pour faire du business. On a encore des exemples qui nous montrent que ce n'est pas encore le cas de tout le monde. Et on espère, hein, comme disait Bertrand Swiderski, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont arriver sur la 3e marche. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk show. Si vous voulez peut-être poser quelques questions à nos intervenants en sortant, ils auront peut-être 1 ou 2 minutes à vous accorder. Et je vous souhaite une bonne fin de salon. Au revoir. Merci.